Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce replay du webinaire du réseau Compost Citoyen Occitanie, que peut faire une mairie pour la PG Prox. J'espère que vous êtes nombreux et nombreux à nous regarder sur la chaîne YouTube. Nous sommes aussi quelques-uns et quelques-unes en visio en direct ce mercredi 8 février. Maintenant, je vais vous proposer directement de passer aux premières interventions. Ce webinaire est organisé par le RCCO, Réseau Compost Citoyen Occitanie, que Manuel va vous présenter, avec les enjeux qui vont avec sur la prévention et la gestion des déchets, des biodéchets de proximité, et les enjeux qui vont avec pour les mairies qui souhaitent et qui ont désormais partiellement l'obligation de les valoriser à la source. Manuel, je t'en prie, c'est pour toi l'introduction de ce webinaire. Alors, si tu peux faire avancer la présentation. Merci beaucoup, Zéphyr, et bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je vais faire l'introduction pour rappeler un petit peu qu'est-ce que le réseau Compost Citoyen Occitanie, que sont les biodéchets, quels sont les enjeux liés, et puis également quelles sont les compétences des collectivités territoriales sur le sujet. Puisque si on se pose la question aujourd'hui de qu'est-ce que peut faire une mairie sur la prévention et gestion de proximité des biodéchets, c'est que ce n'est pas si évident. Donc, on peut avancer sur la partie suivante. Pour revenir rapidement sur le réseau Compost Citoyen Occitanie, alors le réseau Compost Citoyen national existe déjà depuis plus de 10 ans. Le réseau en Occitanie existe depuis 4 ans. En 4 ans, on a bien grandi. On a plus de 230 membres, dont beaucoup de collectivités et de PCI divers, 20 associations, une vingtaine d'entreprises et beaucoup de particuliers et particulières également. Vous pouvez voir après sur notre site internet l'ensemble de nos actions et quels sont nos membres. Mais voilà, c'est pour rappeler un petit peu dans quel cadre on se situe aujourd'hui. Alors, maintenant, je vais venir un peu plus sur qu'est-ce que la prévention et la gestion de proximité des biodéchets, puisqu'on s'adresse potentiellement, que ce soit en replay ou là tout de suite, à des personnes qui ne travaillent pas forcément au quotidien sur le sujet. Donc, c'est bien de rappeler ces éléments. Alors, quand on parle des biodéchets, on parle de façon générale à la fois des restes alimentaires, que ce soit des restes de préparation de cuisine, des restes des repas, etc., des choses périssables, qui sont abîmées ou autres. Mais on parle également des végétaux, qu'on appelle le plus souvent déchets verts. Il s'agit dans ces cas-là des végétaux issus des parcs et jardins, que ce soit des particuliers ou des espaces publics, ou d'entreprises, etc. Ce qu'on veut faire sur ces questions des biodéchets, c'est déjà la hiérarchie des traitements des déchets implique que la priorité va à l'évitement. Donc, la prévention des biodéchets, c'est éviter de produire des restes alimentaires. Donc, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire, concrètement. Et pour les végétaux, éviter de produire, ça se passe notamment par une gestion différenciée des espaces verts et par différentes techniques qui permettent de ne pas avoir un surplus de végétaux à exporter de son jardin ou de son espace public. Après, si on ne peut pas éviter et qu'on se retrouve avec des restes alimentaires ou des végétaux, il y a plusieurs solutions pour détourner, réutiliser ces différents éléments, que ce soit pour du broyage, du paillage ou autre. Et enfin, ce qu'on peut faire également, ça va être le compostage. Il y a du compostage collectif ou du compostage individuel, on va y revenir par la suite. Globalement, les restes alimentaires et les déchets verts représentent à peu près 30% de ce que jette chaque habitant. Donc c'est une grande partie de ce qu'on peut détourner de la poubelle grise classique. Et la loi AGEC, qui est complètement entrée en vigueur en ce qui nous concerne là, au 1er janvier 2024, indique qu'à partir de maintenant, tous les biodéchets, que ce soit des particuliers, des entreprises ou autres, doivent être triés et être valorisés. Tous. Il y a eu un certain nombre d'étapes pour en arriver à là, mais à partir du 1er janvier, l'obligation est présente. Donc c'est pour ça que toute la dynamique est enclenchée et que petit à petit, tous les acteurs privés et publics se saisissent du sujet et les habitants également. Alors, quels sont les enjeux autour de cette gestion des biodéchets? Alors, il y a évidemment l'urgence écologique, parce que la gestion des déchets est quand même un des principaux postes émetteurs de CO2 en France. La question du retour à la terre aussi des biodéchets permet de rendre les sols plus vivants, de développer la biodiversité, que ce soit directement des sols ou des insectes en général, et la biodiversité dans son ensemble. C'est lié aux enjeux de l'agriculture sans engrais de synthèse, puisque le compost peut être utilisé comme amendement pour améliorer la qualité des cultures, des enjeux d'économie circulaire, de réutilisation des ressources, de lutte contre les pollutions, etc.
Ce qu'on tient quand même à rappeler également, c'est que pour les aspects de compostage collectif, il y a aussi un enjeu fort de lien social et parfois intergénérationnel, puisque ça peut être une très bonne occasion de rencontrer ses voisins, que ce soit dans son immeuble ou dans son quartier. Il y a tout un tas de dynamiques dans beaucoup de territoires qui se lancent grâce et autour des composteurs et qui permettent de renouer ce lien social qui s'est très distendu dans notre société actuelle. Quelques autres éléments importants, si tu veux revenir juste, Zéphyr, c'était sur la création d'emplois, parce que tout ce travail de prévention, gestion des biodéchets, ça implique la création d'emplois locaux de qualité. Et pour les collectivités, ça permet de maîtriser un peu l'augmentation des coûts des déchets, pas forcément de les faire diminuer, mais au moins de les maîtriser, parce que ça devient vraiment extrêmement cher de gérer les déchets dans leur ensemble. Sur les différentes solutions, il y a des solutions de proximité et des solutions qui vont être de la collecte et qui vont impliquer du transport. Donc là, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de parler des compétences sur la question de la gestion de proximité. Donc c'est là-dessus qu'on va insister. J'ai déjà parlé de ce qui est visible sur la droite, c'est-à-dire la lutte contre le gaspillage alimentaire et notre gestion des espaces verts pour éviter de produire des biodéchets. Mais si on a quand même des biodéchets, ce qu'on favorise et qu'on cherche à développer comme filière, c'est au sein du RCC, ça va être les solutions de compostage sur place. Donc ça peut être du compostage individuel dans son jardin en bac, comme on le voit sur l'image, ou du lombricompostage, qui est souvent plutôt conseillé en appartement, mais qui peut fonctionner aussi dans les maisons. Et il y a également du compostage collectif, que ce soit en pied d'immeuble, dans un quartier, dans les parcs ou dans l'espace public de façon générale, aussi au pied du bureau, à côté d'une cantine, dans un établissement. Le compostage peut s'entendre vraiment dans un très grand nombre de contextes. Alors, pour comprendre ce que peut faire une mairie sur le sujet, il faut comprendre qu'en fait, la compétence déchets a été transférée aux EPCI. Ce ne sont plus les mairies directement, les communes qui sont responsables de la collecte et du traitement des déchets ménagers. Donc ces EPCI, c'est les établissements publics de coopération intercommunale. Ceux auxquels on pense en priorité ce sont les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les métropoles. Euh, Ces EPCI, c'est eux qui ont la responsabilité de s'occuper des déchets des habitants. On dit déchets ménagers assimilés parce que ce sont les déchets des habitants et aussi un certain nombre de déchets professionnels ou autres qu'on peut intégrer dans le service public. Tant que ce ne sont pas des gros déchets industriels, il y a certaines possibilités d'intégrer Sur sur la compétence des déchets, il y a deux compétences. Une compétence collecte et une compétence traitement. Autant la compétence collecte reste assez souvent sur les EPCI de base, entre guillemets, autant le traitement des déchets en lui-même nécessite parfois des grosses infrastructures industrielles qui font que certaines communautés de communes ou autres ont délégué cette compétence traitement à d'autres EPCI de plus grande taille, des syndicats intercommunaux de traitement des déchets ou voire des syndicats départementaux. Dans certains cas, il y a des communautés de communes qui ont aussi délégué la compétence collecte. Ça va vraiment dépendre. Donc, en fait, il faut vraiment se pencher sur son territoire pour comprendre quelle est l'architecture des compétences, puisque ce n'est pas identique d'un endroit à un autre. Il faut quand même rappeler que la région a elle aussi une compétence sur les déchets. C'était ce qui était indiqué tout en bas à droite. Elle a une compétence de planification et d'optimisation des infrastructures, des flux, etc. Donc, elle a un schéma régional de prévention et gestion des déchets, par exemple, auquel tout le monde va se conformer. Maintenant, si on zoome un peu plus sur ce qui nous intéresse, sur la prévention et la gestion de proximité des déchets. Alors, le plus simple, c'est le compostage domestique individuel, qu'on fait toujours entrer dans une compétence de prévention. Donc, ça va plutôt être, en général, les communautés de communes ou le premier échelon, entre guillemets. Par contre, pour le compostage collectif, donc de quartier, en pied d'immeuble ou autre, il y a plusieurs options et selon les territoires, il n'y a pas forcément la même vision des choses. Parce qu'on peut considérer que le produit, une fois qu'il est abandonné, devient un déchet et que donc le compostage collectif, avec les différents bacs, etc., est une forme de traitement du déchet. Dans ce cas-là, c'est le PCI qui a la compétence traitement qui s'en occupe et qui prend en charge la gestion, les coûts, l'achat de matériel, la mise en œuvre, etc. Mais il y a beaucoup de territoires où on considère plutôt que ce n'est pas un déchet, qu'il n'y a pas de collecte, qu'il n'y a pas de traitement des déchets. Et donc, c'est le PCI à compétence collecte qui prend en charge cette installation, le matériel et qui finance ces différents éléments. Donc, selon les territoires, non seulement l'architecture
des différents syndicats, EPCI, etc., n'est pas la même. Mais en plus, il n'y a pas forcément la même vision duquel devrait s'occuper de la question du compostage collectif. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut que vous vous renseigniez dans chaque cas de figure. Parlons maintenant des mairies, qui sont le sujet qui nous intéresse. Alors, je l'ai dit, c'est l'EPCI, donc, qui est un échelon au-dessus, qui a la compétence. Donc, ce n'est pas à la mairie de mettre en œuvre une politique de prévention et gestion de proximité pour les habitants. C'est vraiment la communauté de communes ou le syndicat, etc., qui est compétent, qui doit mettre en œuvre une politique pour les biodéchets dans leur ensemble, etc. C'est lui qui propose des emplacements, qui met à disposition les équipements, qui met des moyens financiers et humains pour, mettre en œuvre cette politique. Par contre, là où la commune intervient, c'est que sur l'emplacement, c'est quelque chose qui doit se discuter. Et la commune doit donner son accord pour implanter si c'est un terrain public communal, etc. Et donc, il y a vraiment un rôle de facilitation de la mairie pour identifier des bons endroits, pour faciliter ces implantations des sites de compostage. La commune, elle a aussi quand même un lien beaucoup plus direct en général avec les habitants, et les habitants que les communautés de communes ou les syndicats de déchets. Et donc, elle peut faciliter la communication auprès des habitants dans ces bulletins communaux, peut aider à identifier des référents de sites pour suivre les compostages, relayer les consignes de tri, ce genre de choses. Donc, il y a un rôle de communication et de lien où la commune a toute sa place aussi, mais même si ça reste la compétence prioritaire de l'EPCI. Donc ça, c'était le premier élément, c'était faciliter la mise en place du compostage collectif. Mais les mairies, depuis le 1er janvier 2024, elles doivent gérer aussi leurs propres biodéchets. C'est-à-dire qu'on a parlé des déchets des ménages et des assimilés, mais les mairies, elles ont leurs propres espaces verts, elles ont leurs propres cantines, etc. Donc, elles doivent s'occuper de leurs propres déchets qu'elles produisent elles-mêmes, qui ne sont pas des déchets des ménages, des habitants. Et donc là, il y a des compétences directes où la mairie peut totalement intervenir. Notamment, donc, ce qu'on présente ici sur cette première image, c'est la question de la gestion des espaces verts communaux. La plupart du temps, enfin dans de très nombreux cas, les espaces verts sont gérés par la commune. Donc c'est à la commune et à la politique de la mairie de définir du mode de gestion de ces espaces verts et donc de faire en sorte d'éviter d'avoir de très nombreux végétaux à exporter, à mettre en déchetterie ou autre, que ce soit en plantant certaines essences plutôt qu'une autre, en évitant en gardant la tonte en mode mulching pour qu'elle reste sur place, en utilisant les branches, etc., pour faire du broyat, en faisant du paillage, des SH, différents exemples qui sont mis en œuvre. Il y a beaucoup de ressources qui peuvent être trouvées sur le site du RCC pour trouver un peu ces différentes méthodes de gestion des espaces verts. On organise aussi des formations sur le sujet parce que c'est vraiment des modes de gestion qui permettent de limiter grandement les quantités de végétaux à gérer. Donc, sur ce plan-là, les mairies peuvent tout à fait agir et c'est recommandé. Et l'autre axe qui est dans leurs compétences fortes, en fait, ça va être le compostage pour les structures qui dépendent directement de la mairie. C'est-à-dire que les bâtiments publics, les administrations, les écoles primaires et élémentaires dans le cas des mairies, d'autres cantines éventuellement, parfois dans des établissements médico-sociaux peuvent dépendre de la mairie. Dans ces cas-là, la mairie doit trouver et mettre en œuvre une solution de tri des biodéchets. Ça peut être la mise en place de la collecte pour récupérer ces biodéchets et les exporter sur un autre site pour du compostage industriel ou de la méthanisation ou autre. Mais ça peut tout à fait être aussi du compostage de proximité pour éviter d'avoir toutes ces questions de transport et puis le très fort coût de la collecte, qui est quand même souvent une problématique. Donc, on parlera un petit peu de cas précis par la suite avec les autres intervenantes. Mais voilà, donc sur ses propres déchets qu'elle produit elle-même, la mairie doit trouver une solution. Et parmi elles, il est recommandé d'agir avec du compostage de proximité. Et évidemment, toujours, quand on met en place du compostage de proximité, notamment dans un établissement, il faut travailler sur la question du gaspillage alimentaire, puisque ça permet de réduire nettement les quantités à gérer. Là, j'ai remis quelques éléments en plus qui peuvent être liés à la gestion des biodéchets. C'est les pouvoirs de police du maire ou de la maire, qui sont des pouvoirs de police sur la salubrité, la santé, la sécurité publique ou de lutte contre les dépôts sauvages. Donc, dans ces cas-là, il y a aussi des compétences non transférables ou transférables du maire ou de la maire dans les pouvoirs de police. C'était simplement pour le mentionner, mais c'est vrai que c'est un peu moins le sujet qui nous occupe aujourd'hui.
Merci beaucoup, Manuel, pour cette introduction sur à la fois les compétences et l'intérêt de la prévention, gestion de proximité des biodéchets. Maintenant, ce que je vous propose, ça va être d'écouter Mélanie Brigot et du coup de l'écouter parler de deux choses en particulier, qui sont ce qui a été mis en place dans la ville de l'Union, dans laquelle Mélanie travaille en termes de compostage autonome en établissement, et aussi sur la question de l'animation des communautés d'utilisateurs et d'utilisatrices, qui est un axe clé de la réussite d'une politique de prévention et gestion de proximité des biodéchets dans le cadre municipal. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Mélanie et on prendra les questions que vous pouvez avoir à la fin, à moins que vous souhaitiez les poser dans le chat, ce qui est possible. Vous pouvez soit les écrire dans le chat pendant que Mélanie ou les autres intervenants parlent, ou alors on prendra quand même un temps à la fin pour répondre à toutes les questions. Voilà, Mélanie, c'est à toi. Bonjour à tous. Tout d'abord, est-ce que tout le monde m'entend? C'est bon. Oui, merci. Oui, Voilà, donc oui, donc Mélanie, donc c'est moi, donc maître composteur communal sur la commune de l'Union, au 31. J'ai été guide composteur depuis longtemps et en 2015, j'ai décidé donc de mettre en place des composteurs. J'avais un peu anticipé les lois qui allaient arriver. Et du coup, il y a eu une concertation pour la collectivité. Donc, c'est-à-dire que met en place la collectivité. Donc, il y avait un comité de pilotage qui était très important à faire. Et donc, les comités de pilotage contenaient donc les décisionnaires, les techniciens, les coordinateurs, les pédagogues et les publics. Donc, tout ça pour parler suite à un constat, c'est qu'il y avait trop de gaspillage alimentaire. Et l'objectif était donc de réduire ces matières organiques et qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, il fallait inviter tous les acteurs des structures comme une école où on a désigné un site pilote d'abord. Donc, l'organisation des pesées, ben, il fallait le faire dans l'année aussi. Donc, il a été prévu de faire comment dire, une réunion qui se déroulait en 7 étapes parce que c'était important en fait de parler en amont avant de mettre en action. Il y a un travail en amont. Donc, ça veut dire d'inviter tous les acteurs, de poser sur table ce qu'il fallait mettre, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait réaliser comme projet. Donc, il y avait analysé et réalisé des diagnostics sur un site pilote, par exemple. Donc, la collectivité a désigné une petite structure. Donc, on a 3 groupes scolaires sur l'Union et on a utilisé la petite structure. On a donc animé une concertation, sensibilisé sur les actions. Donc là aussi, sensibiliser sur les actions, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire sensibiliser les enfants suite à une éducation au goût. Ça veut dire est-ce que les enfants et les adultes sont sensibles au tri? Donc qu'est-ce qui se passe à la cantine? Est-ce que c'est un service à table? Est-ce que c'est un service au sel? Donc là, comment on met en place? Et ensuite, c'est de devoir faire des actions sur la biodiversité, la vie dans le sol. Donc du coup, j'ai mis en place des carrés de potager. Et comme ça, pour chaque site, j'ai instauré une économie circulaire. Ça veut dire que ça partait du tri de la cantine. Hop, on verse les biodéchets dans une plateforme de compostage. L'humus qui a été récolté par la suite était utilisé pour les carrés de potager pédagogiques. Ensuite, il fallait fédérer une équipe, là aussi. Donc, ça veut dire de trouver des agents volontaires pour s'impliquer dans la gestion des biodéchets. Donc, c'est beaucoup les animateurs des ALAE sur les temps périscolaires qui s'en occupent. C'est un service qui n'est pas facile, hein. On sait tous que dans une mairie, ce service-là, il y a beaucoup de turnover. Donc, mon rôle, en fait, c'était de les accompagner. Et du coup, quand on les accompagne, quand on les suit, quand on les forme, quand on anime des réunions tous ensemble, du coup, on a fait en sorte que il y a une équipe qui perdure, en fait, qui dure. Donc, depuis 2017, on va dire, j'ai une équipe qui est là, qui est fidèle à ce projet. Ensuite, il fallait mettre en pratique la plateforme de compostage. Donc, une fois qu'on a fait un travail en amont sur la lutte contre le gaspillage alimentaire avec beaucoup d'outils pédagogiques sur l'éducation au goût, la sensibilisation, qu'est-ce que le tri, pourquoi on va verser ces biodéchets dans un compost, qu'est-ce que ça fait. Donc, voilà, il y a toute une réflexion à avoir. Et donc, on va
Donc nous, l'Union, on est sur une agglomération de 12 métropoles, donc on est en réseau et partenaire avec eux. Donc c'est eux qui nous fournissent en fait le matériel, donc des bacs de composteurs, le brasse-compost, des bâches signalétiques, voilà, tout ce qui est obligatoire. Et une fois qu'on a mis ça en place, on inaugure, donc avec des enfants et des adultes. Comme ça, ben, tout le monde est sensibilisé. Et suite à ça, ben, on mobilise et on forme les référents de site. Donc moi, en tant que maître composteur, ben oui, je forme en intra ben, les agents volontaires et qui deviennent maintenant référents de site de compostage. Pour moi, il est important aussi de travailler avec le service ressources humaines. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on valorise aussi ces agents-là. Donc, même s'ils ont leur mission principale, ben, on va rajouter des missions secondaires, ce qu'on appelle, et qui deviennent donc marquées, enfin, on marque référent de site de compostage en établissement scolaire, et bon, avec certains objectifs, voilà. Et ensemble, ben, voilà, ça veut dire que même sur leur temps, hors temps de planning qui est prévu, ben, ils sont comptés. Donc, ça veut dire qu'ils sont valorisés et ils sont reconnus. Si on n'a pas ça d'entrée, ça ne marchera pas. On n'a pas une équipe qui reste. Et donc, si on met ça en pratique, mais en fait, ben oui, l'agent, ben, ça lui fait du bien. Il y a une reconnaissance derrière. En plus de ça, ben, si moi, je suis là pour suivre, faire des réunions, etc., ben oui, ben, on a envie. Donc, du coup, on a ce métier-là, ben, animateur, ben, voilà, on a des horaires coupés. Ben, c'est un plus, en fait. Et donc, du coup, ben, oui, ça dure. Et donc, c'est pour ça que c'est plus motivant, en fait, pour travailler ensemble. Et suite à ça, ben, après, c'est de faire en sorte mais comment pérenniser les actions. Donc, mes réunions que j'organise une fois par mois avec eux, ben justement, c'est de travailler sur les différentes thématiques autour du compostage. Donc, ça veut dire que ça peut être l'animation autour du compostage, c'est de savoir quelles sont les petites bêtes qui travaillent là-dedans, quelles sont, ben oui, ben, comment on va parler du gaspillage alimentaire à la cantine, etc. Donc, en fait, moi, je présente, en fait, il y a 6 étapes majeures, en fait, dans le déroulement ben, quand on met en place une méthodologie de projet, en fait, c'est la réalisation de pesées. Donc, on fait des semaines de pesées en novembre et en avril-mai. Comme ça, on voit une évolution. Est-ce qu'il y a une différence par rapport au menu de saison, etc. Est-ce que ça bouge? Est-ce qu'il y a des chiffres qui bougent? La mobilisation des acteurs. On regarde encore si, voilà, s'ils sont toujours impliqués. C'est important. La sensibilisation autour du compostage. Ça aussi, pareil. Voilà, c'est un support pédagogique. J'ai fait en sorte que ça soit pédagogique, non culpabilisant aussi. Voilà, c'est un discours qu'il faut avoir auprès des adultes et des enfants. La mise en œuvre de la plateforme de compostage, c'est une 4e étape majeure. La formation des référents de site. Voilà, chaque année, tous ont été formés. Pareil, je répète, parce que comme il y a ce service, il y a des turnovers, forcément, on a des nouveaux agents qui arrivent l'année d'après. Donc, forcément, je refais la formation. Donc, c'est une formation action, par contre. Ensuite, on a la création d'outils pédagogiques et de suivi de compostage. Tout le monde, chaque structure a son cahier de suivi de compostage. Ça veut dire que chaque jour, ils doivent peser les restes de ce qu'il y a dans la cantine. Il y a des commentaires s'il faut. Chaque jour, on a un animateur, donc un référent, ben, qui verse les biodéchets et qui qui fait la pratique en fait, donc qui brasse un peu. On fait la température, la prise de température, on note est-ce que c'est correct, est-ce qu'il y a un dysfonctionnement, qu'est-ce qu'on fait, on appelle le côté technique. Donc voilà, donc je suis là pour ça. Mon rôle en fait, c'est mon accompagnement, c'est le traitement in situ des restes de restauration collective, la formation en gestes requis pour une bonne gestion en autonomie des sites de compostage et l'organisation des équipes professionnelles. Même si j'ai formé des référents de sites, ça concerne aussi voilà, toute la direction, toutes les dames de cantine, etc. C'est hyper important parce que si le référent il est tout seul à travailler, ça ne marchera pas. Il est important que tous les utilisateurs du site jouent le jeu et que se sentent vraiment sensibilisés et impliqués dans ce projet-là. Voilà, donc du coup, on a remarqué aussi avec la collectivité ben, les freins et les leviers. Hein. C'est quoi? Ben, les freins qu'on peut avoir, ça va être la non-implication de l'équipe pédagogique. Voilà, c'est ne pas être valorisé, ne pas accéder aux formations. Ça va être la non-intégration de certains aliments prévus dans le compost. Donc, est-ce qu'on met pas? Est-ce que chaque école fait à sa façon de faire? Donc là, pareil, on a lancé une note de service en disant, voilà, ce qu'on met vraiment
Est-ce que, voilà, la coordinatrice des services enfants-jeunesse, qu'est-ce qu'elle ne veut pas voir dans le compost? Elle a choisi, c'est son choix, de ne pas mettre la viande et le poisson et la purée, par exemple. Et ça, on est obligé de. Voilà. Moi, je suis que exécutante, donc je n'ai pas le plein pouvoir, en fait, parce que ça aussi, la collectivité, c'est difficile, hein. On n'a pas le plein pouvoir de choisir, hein. Si voilà, la hiérarchie ben, décide comme ça, même les élus, voilà, on implique, voilà, on s'applique à leur choix et à leurs souhaits. Et donc, en fait, du coup, voilà, on respecte, on paie une note de service pour que tous les agents soient au courant. Donc voilà, donc c'est hyper important de savoir que tout, enfin, qu'il y ait le même son de cloche pour toutes les écoles. Voilà, on met pas, voilà, point barre. L'organisation du service à la cantine, donc c'est pareil, la mise en place du service au plateau. Enfin, c'était service à table au début, maintenant c'est devenu un service au plateau pour que ça soit plus facile. On a compris que le pain ne doit pas être présenté en début de la chaîne, hein, donc c'est à la fin qu'on sert les enfants le pain. Et après, ben, c'est le côté répugnant du compost. Je suis là pour casser les légendes et les rumeurs, de montrer en fait aux enfants, mais il n'y a rien de répugnant, c'est la vie, c'est comme ça. Oui, il y a une montée de température, oui, il y a des bestioles qui travaillent là-dedans. Et en fait, d'où pourquoi il est très important de créer des outils pédagogiques pour comprendre en fait pourquoi on trie, pourquoi ça marche comme ça et qu'est-ce que ça devient. Donc c'est pour ça que je parle vraiment d'économie circulaire pour chaque école. Parce que oui, l'enfant est très content d'avoir du bon terreau pour mettre dans le carré pédagogique de l'école. Ensuite, il est important aussi de travailler avec un assistant de prévention. Ça aussi, quand on fait la formation en intra avec les agents, OK, il y a la théorie, il y a le côté pratique, mais il y a aussi vraiment les côtés techniques comme faire un transvasement. Mais là, il est très important aussi de se rendre compte, ben, même un agent peut se faire mal au dos. Donc, il est très important d'avoir un instant de prévention là-dessus. Voilà, donc quand on fait un transvasement, quel est le matériel pratique pour transvaser? Voilà, c'est de travailler sur les gestes et postures voilà, pour pas se faire mal et puis bon, pour le bien-être des agents, et c'est très important. Donc, même ça, c'est c'est reconnu par les agents parce que oui, la collectivité fait hyper attention à ça. Aussi, comme je suis sur la enfin, sur l'agglomération, pardon, de Toulouse Métropole, un logiciel est arrivé dans ce qu'on appelle le logiciel Logiprox. Donc, chaque mois, je fais les relevés des biodéchets, donc du mois. Donc, je récupère ces relevés, je les rentre, et donc ça aussi, pareil, ça demande une concertation aussi avec Toulouse Métropole. Voilà, c'est aussi de montrer voilà, à la commune, ben, oui, c'est important de recevoir les chiffres. On fait en sorte voilà, de rentrer ce logiciel-là de Logiprox. Est-ce que ça marche? Ça marche pas? Est-ce que voilà, est-ce qu'on a fait une baisse? On a fait où il y a eu trop de gaspillage alimentaire. Donc, ça permet d'avoir une vision, voilà, qui est une amélioration. Et voilà, donc la collectivité, elle est très vigilante à ça et ce qu'elle veut, c'est des chiffres. Et ça, je peux le comprendre, voilà. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ma commune, elle est sensible quand même à la transition écologique. Elle est sensible au bien-être des agents et elle est sensible aussi aux compétences qu'on peut avoir. La chance que j'ai, c'est que ben, elle a fait en sorte de valoriser mes compétences, donc de mon statut de maître composteur, et ce qui me permet d'avoir en fait un peu carte blanche, on va dire, de la gestion de toutes les plateformes de compostage dans toutes les écoles, sachant que je fais aussi le pôle petite enfance, je gère aussi les cimetières. Enfin voilà, il y a eu, comment dire, il y a eu une création de d'autres projets sur toute la commune, et donc on peut être que fier et voilà, la commune a tout intérêt en fait de fédérer, enfin de mettre en avant ça et de fédérer en fait une bonne équipe qui est motivée pour ce projet-là, quoi. Donc en fait, du diagnostic jusqu'au suivi. Donc là, on voit en fait, par exemple, une plateforme de compostage sur la petite école, donc qui était au tout début du site pilote. Donc pareil, un calcul de dimensionnement a été fait, pardon. Donc par rapport au nombre de convives qui mangent à la cantine. Il y a aussi, je ne sais pas si on voit pas grand-chose sur la photo, mais il y a des petits tableaux, donc ça sert aussi d'information pédagogique autour du compostage. Merci, Xavier.
Donc, ça aussi, c'est important pour moi parce que voilà, c'était un moyen de communication. Voilà. Les enfants, ben, si on a trouvé des petites bêtes dans le compost, ben voilà, il y a une photo, on démontre quel est le rôle de cette petite bête, pourquoi c'est dans le compost. Ça peut être aussi ben, la boucle. Voilà, la boucle, voilà, on met, ça va jusqu'au jardin, donc la boucle est bouclée, et donc comment ça se passe? Voilà, c'est des supports pédagogiques et ça, les enseignants peuvent aussi utiliser ce support-là aussi. Ce qu'il faut savoir, ça rentre aussi dans le programme scolaire pour les enseignants. Ça peut être sur le monde végétal, la biodiversité et puis le tri des déchets. Donc, tout y est. C'est parfait pour ça. En dessous, on voit en fait mon équipe de référents de site hein, lors d'une disco soupe. Ça aussi, c'est un événement que j'ai pu mettre en place pour justement encore plus sensibiliser les adultes, pour qu'ils aient un discours après à la cantine avec les enfants. Et donc, voilà, c'est de récupérer les invendus des fruits et des légumes des supermarchés de la commune. Et on a fait donc une disco soupe, des smoothies. Bon, là, c'était un peu l'été, donc des smoothies, des jus à fruits. Donc, voilà, ça, c'est une des animations qu'ils peuvent aussi faire avec les enfants et les parents. Voilà, toujours encore dans cette sensibilisation. C'est de montrer en fait à tout le monde, mais avant de faire enfin, avant de composter, ben, il y a eu un problème de gaspillage alimentaire. Et souvent, le problème qu'il y a eu, c'est au niveau des termes. C'était que quand on jetait dans le compost, ils disaient, bon, on gaspille pas. Si, vous gaspillez. Là, on est en train de valoriser les biodéchets. Ça aussi, il y a des verbes à utiliser et c'est hyper important de faire les nuances, en fait. Puis là, dans la cantine, pareil, dans le site pilote. Donc voilà, on le trie. Enfin, donc le service à table, au début, c'était le service à table. Donc voilà comment on a mis en place au début. Donc, c'était les chariots avec des seaux. On met pas, donc on voit pas trop, mais il y a un tableau aussi qu'on montre aux enfants avec des magnettes euh, par rapport au menu du mois, ben, qu'est-ce qu'on met dans le seau et qu'est-ce qu'on met dans les ordures ménagères. Maintenant, plus maintenant, puisqu'en 2024, voilà, on met tout au compost. Voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter aussi? Ce qui est important aussi maintenant, ben, avec le réseau Compost Citoyen, j'ai décidé donc de labelliser des sites vitrines justement pour valoriser encore plus ben, l'implication des référents de sites. C'est un plus aussi pour la collectivité, c'est un résultat aussi. Voilà, tout le travail qu'on a fait depuis 2015-2016, voilà, c'est un plus. C'est hyper important. Alors, je ne dis pas que c'est, enfin, un petit peu, c'est une vitrine politique, mais pour nous, les agents, c'est hyper important. Voilà, c'est quand on a du résultat et que la collectivité nous suit, ben voilà, on va dire que c'est la pépite. Voilà, c'est la petite pépite. Je ne sais pas si je suis dans les temps, Zéphyr. Mais oui, Ouais, mais je vais juste une dépasser. petite question peut-être pour toi, qui a été à moitié posée dans le chat, c'est quoi ton parcours qui t'a amené là? Est-ce que tu as été embauché en tant que maître composteur ou est-ce que tu étais agent de la mairie et on t'a mis sur ce poste-là de maître composteur communal? Alors, en fait, j'ai été embauchée par la collectivité. J'étais animatrice éco-citoyenne. On m'a embauchée pour ça à la base. Donc, je savais à peu près enfin, ce qui allait se passer. Et comme j'étais en parcours, enfin, je continue mon parcours de guide composteur, c'est là que, voilà, ça m'a amené en fait à aller plus loin. J'ai eu l'autorisation pour faire ma formation de maître composteur. Ça aussi, pour les collectivités, c'est hyper important parce que les formations, ben, c'était privé, c'est pas le CNFPT au début. Donc ça aussi, c'est d'avoir des arguments, pourquoi on va le faire et pourquoi vous allez financer cette formation-là. Donc voilà, donc en fait, voilà, j'étais animatrice éco-citoyenne, donc ça m'a permis en fait de développer des carrés pédagogiques dans les écoles, d'installer des composteurs de l'agglo, et c'est comme ça que voilà, je suis devenue maître composteur et de pouvoir gérer. Du coup, je me suis sortie du service enfance et jeunesse pour atterrir donc au centre technique parce que je suis maître composteur et assistante administrative. Donc voilà, je fais un peu voilà, je fais un peu tout ça. J'ai les agents espace vert derrière moi qui me soutiennent et grâce à eux, ben, il y a une équipe d'élagueurs et donc j'ai du carbone. Donc je suis pas à la rue là-dessus. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut sur la commune. Bon, ben, merci beaucoup, Mélanie, pour cette première intervention. C'était très intéressant. Ben, si vous êtes d'accord, Gilles, on prendra la question à la fin avec toutes les autres questions. On fera des blocs, comme ça, ce sera plus simple pour les traiter, si ça vous va. En attendant, je vais plutôt passer la parole à Lorena Hubert, alors, qui est chargée de mission biodéchets pour la communauté de communes
de la Haute-Ariège, mais qui aussi est ambassadrice du réseau Compost Citoyen Occitanie en Ariège. Ça me permet de glisser un mot sur les ambassadeurs et les ambassadrices du RCCO. Ce sont des bénévoles qui promeuvent la prévention et la gestion des biodéchets de proximité partout dans la région. On en a dans quasiment l'ensemble des départements. Donc, que ce soit la région Occitanie, hein, évidemment, je parle de la région Occitanie, cependant, d'autres réseaux compost citoyens régionaux ont des ambassadeurs et des ambassadrices par département. Si vous avez des questions relatives à la PG Prox dans votre département, ça peut être pertinent de faire appel au réseau des ambassadeurs et des ambassadrices. On a la chance d'en avoir une aujourd'hui, donc merci beaucoup Lorena. Ta présentation va plutôt porter sur comment faire en sorte que les différentes collectivités travaillent bien ensemble, malgré le fait qu'il y ait parfois des compétences qui passent de l'une à l'autre ou qui ne superposent pas très bien sur une strate territoriale en termes de compétences, mais parfois il y a quand même des très bonnes synergies à mettre en place et l'exemple aussi, la communauté de communes de la Haute-Ariège marche bien à ce sujet-là. Donc la parole est à toi, Madame. Bonjour à tous, merci Zéphyr. Donc pour planter un peu le décor, je suis effectivement chargée de mission biodéchets, donc j'ai pour mission de déployer toutes les solutions pour le compostage, mais aussi sur la gestion des déchets verts, sur la Haute-Ariège, qui est un territoire quand même principalement rural. Et auparavant, j'ai passé 5 ans dans un syndicat mixte de collecte et de traitement. Donc en fait, il y a 2 échelles différentes. Avant, j'étais dans un syndicat de collecte et traitement, et aujourd'hui, c'est dans une communauté de communes. Donc dans les 2 cas, je dois passer par les communes pour pouvoir installer des sites de compostage. Mais donc, moi, je vais surtout parler des expériences, et c'est surtout des expériences avec des communes moyennes, voire petites, rurales. Donc, les plus grosses communes par chez nous, c'est de l'ordre de 15 000 habitants. Voilà, ça s'adressera moins à des cas de figure de communes dans les métropoles. Donc, ce que je propose, c'est peut-être de se mettre dans les bottes d'une commune des élus, ensuite dans les bottes des agents, et en dernier lieu, s'il y a des citoyens parmi nous qui veulent solliciter leur commune, de savoir un peu quels peuvent être les arguments ou les points qui vont les aider à solliciter leur commune pour installer des sites de compostage. Donc, pour une commune, quand elle est sollicitée par un administré, je dirais que l'important, c'est qu'elle connaisse déjà les services qui sont proposés plus haut par, du coup, soit le syndicat qui s'occupe de la collecte et du traitement de ces déchets, soit de la communauté de communes ou de la communauté d'agglo. Avec les obligations actuelles, c'est fort possible qu'il existe une offre d'installation de sites de compostage partagés, qui ait du matériel mis à dispo gratuitement, qu'il y ait peut-être des bioseaux qui soient donnés aussi pour inciter les usagers à trier chez eux. Donc s'informer un peu sur ce que propose le PCI qui a en charge la collecte. Et ce qui va beaucoup aider, c'est quand les communes elles prennent des décisions sur les emplacements qui vont recevoir les sites de compostage partagés. Donc dans les communes rurales, on va avoir tendance à avoir des communes qui vont vouloir tout regrouper sur une zone de PAV. Nous, c'est donc les points d'apport volontaires, où on a le point vert, le point papier. Et souvent, on pense tout de suite à installer un site de compostage à cet endroit-là. Et là, moi, je dirais, si possible, vu qu'on parle de gestion de proximité, l'idée, c'est qu'un site de compostage, il soit à proximité des gens qui vont l'utiliser, donc plutôt dans un rayon de 200 mètres maximum autour des habitations qui n'ont pas de jardin. Donc, c'est réfléchir à un espace. Parfois, c'est un tout petit espace. Ça peut être une bande enherbée de 3 mètres de large. Voilà, on n'y pense pas toujours. Mais d'essayer de réfléchir à un espace qui puisse accueillir ce site de compostage pour que ce soit d'accès facile pour inciter les habitants à l'utiliser. La commune, elle va aussi pouvoir agir sur la préparation de cet emplacement, choisir de casser le goudron, de mettre en place des aménagements pour faciliter l'installation d'un site. Ensuite, je dirais que ce qui est important, c'est qu'elle fasse le lien avec ses agents municipaux. Donc encore une fois, selon la taille de la commune, hein, il faut savoir que dans les territoires ruraux, il y a des communes qui n'ont même pas d'agents communaux, qui ne peuvent pas s'appuyer dessus. Mais lorsqu'il y a des agents, c'est de leur permettre d'être au courant du projet de compostage. Souvent, les projets de compostage, ils s'appuient sur la force citoyenne. On forme des citoyens référents de sites pour suivre les sites de compostage.
Mais lorsqu'on fait ces formations, moi, j'aime beaucoup avoir à la fois des élus dans la salle, les agents des espaces verts, voire les agents animateurs dans les cantines, les citoyens, pour que tout le monde soit au courant du projet et qu'il puisse y avoir des synergies et que les tâches puissent être bien réparties entre toutes les parties prenantes du projet. La commune, elle peut aussi faciliter du coup des lieux de réunion pour les citoyens qui s'occupent du site, mettre à dispo des salles, mettre à dispo aussi un endroit pour stocker les outils qui vont servir à faire le site de compostage, comme le brasse-compost. Voilà, si la collectivité elle met à dispo des outils pour les référents de site, c'est leur permettre d'avoir accès à ces outils de manière partagée, enfin voilà, d'avoir un lieu sûr où on peut aller chercher ces outils pour faire le suivi de site. Ensuite, la commune, elle va aussi faciliter la communication. C'est souvent elle qui fait le boitage ou l'affichage ou qui a la main sur les contacts mail des habitants. Donc, elle peut aider à faire connaître le projet de compostage qui va avoir lieu dans la commune et voire à recruter du coup des citoyens qui seraient intéressés à devenir référents. Et nous, ce qu'on fait, vu que souvent les syndicats de collecte ou les Comcom, on est un peu plus éloignés des habitants, on propose de mettre à dispo les biostos dans les communes et on demande à ce que les communes puissent acceptent de distribuer les biostos au fur et à mesure de l'année quand il y a des nouveaux habitants qui arrivent, qu'ils soient mis au courant qu'il existe un site de compostage, ils viennent signer une charte en mairie et ils récupèrent le biosto et comme ça, ils ont beaucoup moins de kilomètres à faire que de devoir aller jusqu'à l'échelle au-dessus, donc la com d'agglo, la Comcom ou le syndicat. Et ensuite, je dirais que souvent quand on fait un diagnostic avec une commune, alors ça a été dit un peu auparavant, la commune elle a aussi des logements communaux, des logements sociaux parfois. Elle coordonne les écoles, donc il y a aussi l'obligation du tri pour les cantines. Donc c'est aussi réfléchir à tous les flux de biodéchets qu'il va y avoir, pour lesquels en tout cas elle a la responsabilité. Et donc pourquoi pas penser directement à un site aussi pour l'école du village, à mettre en place une solution de tri, donc au moins un biosto dans les locaux de la mairie pour l'éco-exemplarité, puisque c'est difficile de demander aux usagers de s'y mettre si nous-mêmes, en tant que collectivité, on n'est pas éco-exemplaire. Et puis, au niveau de la validation de ce projet, c'est très aléatoire. Il y a beaucoup de fonctionnements différents dans les communes. Certains vont absolument vouloir passer la validation du projet de compostage en conseil municipal, mais je pense qu'il n'y a rien qui dit que c'est obligatoire. Je pense que ça va vraiment dépendre du fonctionnement du conseil municipal. Et à la fois, je trouve que c'est très bien puisque ça permet de mettre tout le monde au courant et de faire en sorte que le projet soit porté par l'ensemble des conseillers municipaux. Donc ça peut des fois alourdir un peu la mise en place des sites, mais c'est à la fois important puisque plus de monde est au courant, plus il va y avoir de personnes qui vont pouvoir se passer le message et expliquer qu'il y a un site de compostage qui est en lancement dans la commune. Au niveau des interlocuteurs, du coup, dans les grandes communes, pour demander les projets de compostage, ça va plutôt être en termes d'élus, les élus à l'environnement ou les élus à la transition, voire les personnes en charge de l'urbanisme. Et puis, du point de vue opérationnel, on va souvent être en lien avec le directeur des services techniques, la directrice des services techniques et les techniciens qui sont sur les espaces verts. Et dans les petites communes, on n'a pas autant de services, donc ça va être directement en lien avec les maires et souvent des adjoints, des conseillers municipaux qui sont intéressés par la thématique. Voilà. Au niveau des agents, oui, j'ajouterais ce qui est important aujourd'hui, c'est aussi d'avoir une vision plutôt globale, de pas seulement penser biodéchets, donc les restes de repas, mais aussi de tout de suite penser à la partie espace vert. Comment est-ce qu'on gère les déchets verts à l'échelle de la commune? Est-ce qu'on a souvent des chantiers d'élagage? Est-ce que la collectivité propose peut-être une aide du point de vue du broyage? Et du coup, quand on pense broyage, on se dit tout de suite, on va pouvoir alimenter directement les composteurs en circuit court grâce aux actions de broyage avec le broyat issu de broyage, donc pour approvisionner les bacs à matière sèche. Donc voilà, c'est d'inviter les communes à réfléchir de manière globale à la gestion des déchets verts de la commune, des biodéchets, puisque tout ça, ça fait une économie circulaire. On a besoin de tous ces déchets-là pour produire du compost de qualité.
Du point de vue des agents, il y a aussi cette notion de circuit court. Nous, ça nous aide quand les agents ont été impliqués, les agents espaces verts, et puis que d'eux-mêmes, ils vont se dire, ah bah tiens, je vais regarder s'il y a encore de la matière sèche dans les bacs à matière sèche. On a collecté des feuilles mortes, on va penser à approvisionner aussi les bacs à matière sèche. Ça se passe très bien sur la commune d'Ax-les-Thermes, par exemple, chez nous, où il y a une très bonne collaboration avec les agents de la commune. Et puis si eux, ils n'ont pas d'accès au broyat, c'est du coup nous, enfin c'est l'échelle d'après, hein, la communauté de communes qui va du coup venir en soutien et approvisionner en broyat. Et de la même manière, je pense que pour les agents communaux, de connaître physiquement qui sont les référents sites, qui sont les citoyens, et de créer ce lien avec les citoyens et de pouvoir facilement échanger sur la mise à dispo d'outillage. Je pense même des fois à des camions plateaux dans les zones rurales, pouvoir, quand on vide un site de compostage, avoir accès à un camion pour acheminer le compost mûr vers les jardins familiaux. Voilà, d'avoir de l'aide comme ça entre agents, citoyens, référents, c'est très pratique. Et puis, au niveau des communes, on en a parlé tout à l'heure, enfin Mélanie en parlait un peu, de l'importance de la formation et de la montée en compétences des agents. Donc, gardez en tête qu'en fait, les formations de guide composteur et de maître composteur, c'est les métiers de demain. Enfin, c'est déjà des métiers actuels, mais ça peut vraiment être vu comme, enfin pour des agents, comme une corde de plus à leur arc. Ça peut leur permettre d'évoluer professionnellement, de peut-être partir dans d'autres collectivités, puisqu'il y a de plus en plus de collectivités qui sont à la recherche de guides composteurs, maîtres composteurs. Donc de les inciter ou leur permettre en tout cas de pouvoir aller se former. Donc effectivement, parfois c'est dans des centres de formation privés, mais il y a parfois les CNFPT qui proposent aussi des formations guides. Et donc, je vous propose maintenant peut-être de voir du point de vue du particulier, s'il y en a certains dans la salle. Lorsqu'on est un habitant d'une commune et qu'on a envie que sa commune lance un site de compostage, vous pouvez bien sûr vous appuyer sur la loi AGEC dont parlait Emmanuel, hein, la loi qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2024 et qui dit que la collectivité a l'obligation de proposer une solution de tri à la source des biodéchets. Il existe un petit livret qui a été fait par le réseau Compost Citoyen qui est disponible en ligne et qui est à destination justement des élus. Donc, qui explique un peu, voilà, c'est quoi un site de compostage, c'est quoi cette obligation. Donc, ça peut être passé par cette porte d'entrée-là. La réglementation, elle laisse aucun doute sur l'importance qu'ont les communes dans la mise à dispo, en tout cas, de terrains communaux pour permettre le déploiement des sites de compostage. Mais je pense que c'est important aussi en tant que citoyen de comprendre les enjeux et les difficultés de sa commune, en fonction de l'échelle des communes. Je vous parlais de communes rurales très petites qui ont parfois très peu de moyens et notamment qui n'ont pas d'agents. Et du coup, c'est aussi de comprendre que dans une commune où il n'y a pas d'agents ou très peu de budget, un projet il va pouvoir plus facilement se mettre en place s'il y a vraiment une dynamique citoyenne et si en tant que citoyen, quand on est force de proposition, de aussi se dire que il va y avoir de l'implication à faire derrière pour peut-être aider la commune à voir qui sont les foyers intéressés par ce site de compostage, qui est intéressé à se former référent et à s'organiser pour faire le suivi de ce site-là. Au niveau des arguments, le premier argument facile, c'est lorsque ça touche le porte-monnaie. Donc, c'est de rappeler que le traitement des ordures ménagères coûte de plus en plus cher. Donc, de permettre aux personnes de trier, ça va réduire la part des ordures ménagères et donc ça va réduire de fait le coût des traitements qui est de toute façon, peu importe l'organisation, toujours répercuté à un moment ou un autre sur l'usager ou sur la collectivité. C'est peut-être important du coup de rappeler que ça va pas forcément rajouter une charge supplémentaire entièrement sur l'agent communal, parce que ça repose aussi sur la dynamique citoyenne. Et mettre en avant la dynamique citoyenne, en fait, le voir un peu comme une opportunité pour créer une dynamique citoyenne, faire que les gens se rencontrent autour d'un projet qui fédère. Et alors là, je pense que peu importe la taille de la commune, que ce soit une toute petite commune rurale, une moyenne ou une grande commune, on a besoin de ce type de projet-là en fait pour créer du lien entre les administrés, que les gens se rencontrent
Et le site de compostage est un super support pour ça, en fait, pour se rencontrer autour de thématiques qui nous parlent à tous. Et puis, il y a plein de missions différentes que les gens peuvent prendre et qui sont simples, en fait. C'est simple d'apprendre à faire du compostage. Donc, je pense que d'entrer par cette porte-là auprès des communes, d'expliquer quelle est la dynamique citoyenne que ça permet. Et quand les gens sont formés et comprennent l'importance du compostage, ça donne aussi des citoyens plus responsables sur la question des déchets. Et donc, pour les communes où il y a des problèmes peut-être de dépôts sauvages, des problèmes de tri, où c'est difficile de porter le message d'importance du tri des déchets, voilà, ça va faire un projet qui permet de mettre en avant l'importance du tri et de responsabiliser un peu les citoyens sur cette question des déchets, de la poubelle en général. Et puis, en dernier lieu, je dirais que c'est aussi une image positive de la commune, hein. Une commune qui se lance dans le compostage et qui facilite l'installation d'un site, ça permet de montrer qu'elle est moderne, qu'elle a compris les enjeux actuels et qu'elle est peut-être précurseur aussi sur son territoire pour, comme la commune de l'Union, hein. Je suis assez impressionnée du témoignage de Mélanie. Donc, voilà pour la partie argument citoyenne. Je laisse peut-être place aux questions. J'espère que ça a pu répondre à certains questionnements. Ben Je oui, suis merci. disponible pour répondre aux questions. Merci beaucoup, Lorena, pour cette deuxième présentation sur la synergie entre les différentes collectivités. Alors, il y a eu quelques questions dans le chat, notamment celle de, je pense, celle de Grégoire, qui demande est-il possible d'avoir une sorte de cahier des charges de ce qu'il faut pour installer un point d'apport volontaire avec des détails. Je rappelle déjà que le réseau Compost Citoyen Occitanie dispose d'une médiathèque en ligne disponible sur notre site rcco.org et que c'est dans cette médiathèque vous trouverez beaucoup de ressources. Je ne sais pas s'il y a précisément, je ne pense pas qu'il y a précisément le cahier des charges pour un point d'apport volontaire, mais il y a beaucoup de documentation. Je vais quand même laisser la parole à Mélanie, Manuel ou Lorena pour répondre à cette question. Si vous avez la réponse précise à cette question, est-ce que vous savez où on peut trouver un cahier des charges de ce type-là? Mélanie, Manuel, Lorena, et sinon, pour les autres personnes qui souhaiteraient poser des questions, je vous propose d'utiliser la fonction lever la main de Zoom qui est disponible en bas de votre écran et on prendra quelques questions d'affilée avant de donner la parole. Donc là, Manuel sur la question du cahier des charges sur le point d'apport volontaire et ensuite, sinon, Lorena, Mélanie pourront compléter et on prendra une autre série de questions. Manuel, c'est à toi. Oui, oui, sur les points d'apport volontaire, en fait, on sort du cadre de la gestion de proximité des biodéchets, puisqu'on parle de collecte dans ces cas-là, puisqu'on va collecter sur ces points d'apport volontaire les biodéchets apportés par les habitants, qui ensuite sont transportés sur un autre site pour le traitement des biodéchets. Donc, on sort en fait du périmètre d'action du RCCO, et donc on n'a pas de ressources disponibles sur le sujet. Il y a d'autres réseaux qui se spécialisent sur les questions de collecte et vers lesquels vous pouvez vous tourner si vous avez des éléments et qui peuvent peut-être davantage vous aider sur le sujet. Donc nous, on a beaucoup de ressources, de webinaires, de fiches techniques sur la question de la prévention, lutte contre le gaspillage alimentaire, déchets verts, et sur la question de la gestion de proximité sur place par le compostage et d'autres techniques. Merci Manuel et merci d'avoir mis dans le chat le lien qui mène vers les différentes fiches techniques produites par les différents réseaux compost citoyens régionaux ou le réseau compost citoyen national. Du coup, maintenant, c'est vraiment à votre moment. Si vous avez des questions, je vous en prie, je vous propose de lever la main. Moi, j'avais noté des questions qui avaient été envoyées à l'avance par certaines personnes via le formulaire d'inscription, mais je vois que Sébastien a levé la main, alors je donne la parole à Sébastien. Bonjour. Personnellement, je suis juste un particulier. Je suis référent gestion des déchets sur un festival dans le Lot, le festival écosystème. Donc l'intérêt serait pour nous de pouvoir mettre en place la gestion des biodéchets cette année. On travaille avec un élémentaire sur Toulouse pour un label développement durable.
Et ma question était plus dans les villages, l'implantation en fait des composteurs individuels par rapport au voisinage et tout particulièrement les compostages en tas qui sont quand même mal perçus aujourd'hui. Est-ce que, voilà, enfin, quel retour vous avez par rapport à ça? Alors là, je laisse, je ne sais pas qui souhaite répondre à cette question. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Donc, vous parlez de la pratique de compostage en tas, mais dans des jardins individuels de particuliers? Exactement, oui. Pour l'exemple, mon jardin qui pose énormément de soucis avec voilà, certains voisins qui n'apprécient pas visuellement. Il n'y a pas forcément d'odeur, mais ça dérange en fait. Le fait que ça soit pas un composteur individuel en plastique. Ou en bois? Je connais pas la configuration du village, du jardin, mais nous, on a déjà eu le cas de figure de compost qui s'était fait. Alors, c'était plutôt collectif, c'était un terrain particulier, mais mis à dispo des gens qui avaient envie de jeter leurs biodéchets. Donc, c'était pareil en tas. Effectivement, c'était moyennement bien perçu et du coup, bah, on a essayé de trouver un entre-deux. Nous, on a proposé du coup d'en faire un site partagé officiel. Dans votre cas, moi, j'imagine que c'est tout à fait, enfin, ça fait partie des pratiques dont on parle dans les formations, hein. Quand on fait des formations au compostage individuel, on parle de toutes les pratiques qui existent et notamment les pratiques d'antan qui sont d'entreposer des biodéchets en mélangeant avec les déchets verts dans le jardin. Donc, peut-être demander au voisinage quels sont enfin, questionner quoi, quels sont les problèmes précis qu'ils rencontrent en fait. S'il n'y a pas de problème d'odeur, et qu'est-ce qui ferait qu'ils pourraient accepter C'est la peur de invasion d'espèces invasives. ouais. Bon, ça, on l'a, que ce soit en tas ou en compostage individuel, voilà. C'est quand même une Et idée ça, reçue qui est très, très présente, ouais. voilà, j'ai quand même eu un courrier il y a quelques années, donc j'étais obligé d'acheter un terrain en dehors du village pour faire mon compost, mais qui dit voilà, faire des kilomètres aussi un peu inutilement. Mais j'ai eu un courrier de la mairie qui m'a demandé, enfin sollicité à déplacer ce tas de compost. Et pourtant, enfin, j'étais largement en dessous de la norme autorisée, point de vue quantité, on va dire. Peut-être proposer que si on vous finance un composteur, il n'y a pas de souci, vous mettrez dans un composteur carré et puis comme ça, ça règle le, ça règle le débat. Justement, justement, c'était donc la seconde question, c'était est-ce qu'il y a, enfin, j'ai pas réussi à trouver, mais enfin, une règle d'implantation justement des composteurs par rapport au voisinage. Est-ce qu'il y a une distance minimale à respecter Pas à ma connaissance, hein. Pas à ma connaissance, les règles, en fait, les règles de distance, elles vont concerner des zones, enfin, des zones de dépôt de fermentés cibles. Donc, c'est le règlement sanitaire départemental. Lorsqu'il y a des grands tas de tontes, de branchages ou autres, là, il va y avoir des règles d'entreposage, de volume, de qu'on a- distance des rivières et des habitations qui s'imposent. Dans le cas de composteurs individuels, non, il n'y a pas de règles, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut le faire en bonne intelligence avec le voisinage. C'est-à-dire, nous, on va toujours faire attention à ce que si on est mitoyen sur des murs privés, le mieux, c'est d'aller voir les propriétaires, de demander si ça ne va pas les déranger, voilà, de faire ça, de prévenir plutôt que d'envisager, enfin, plutôt que de recevoir des courriers Aujourd'hui, oui, désagréables. c'est juste du Merci bon sens. beaucoup. Merci Peut-être, beaucoup, Merci. Sébastien. Merci beaucoup. On va prendre la réponse de Manuel et ensuite je lirai les deux questions qui sont apparues dans le chat. pour compléter sur la question juste du compostage individuel, vous pouvez découvrir là maintenant en avant-première que ce sera le sujet de notre journée technique le 10 octobre dans le Tarn-et-Garonne, qui sera vraiment sur la question du compostage individuel, parce que c'est vrai que ces dernières années, l'accent a été beaucoup mis sur le compostage collectif, le compostage partagé, le compostage en établissement progressivement. Et finalement, on a moins d'échanges en fait sur le compostage individuel des particuliers dans les jardins, etc. Alors qu'il y a aussi des gestes, des bonnes pratiques, qu'il y a beaucoup de questions sur les méthodes d'évaluation aussi de l'impact que ça a. Donc voilà, n'hésitez pas à vous prévoir la date du jeudi 10 octobre pour échanger sur ce sujet dans le Tarn-et-Garonne. Je te rends la main, Zéphi. Merci, Manuel, de ce point agenda à long terme, mais qui est important aussi parce que
les zones techniques sont des moments importants de la vie du réseau Compost Citoyen Occitanie. Alors, je prends les deux questions qui sont apparues dans le chat. La première de Gilles Bon, qui demande est-ce qu'il ne faut pas généraliser la tarification incitative pour que les citoyens adhèrent à l'idée de traitement des matières organiques comme des ressources? Alors, la première question qui vous est posée est donc sur l'importance de la tarification incitative. Est-ce qu'elle est vraiment déployée aujourd'hui? Dans quelle mesure est-ce qu'elle est efficace? Et est-ce que ça serait intéressant de la déployer plus dans l'objectif aussi de motiver les personnes à composter plus pour éviter de voir traiter les matières organiques comme des déchets, mais bien comme des ressources? Je laisse qui, le ou laquelle d'entre vous répondre. Manuel, sinon, bah, je laisse commencer. Si Mélanie ou Lorena veut compléter, vous compléterez. Et après, je prendrai la question maire de Tesser dans le chat. Sur la question de tarification incitative, en fait, peut-être que d'autres personnes dans l'audience peuvent intervenir, puisque je sais qu'il y en a qui travaillent au compostage dans leur collectivité sous un cadre de réglementation incitative. Donc, s'il y en a qui veulent, n'hésitez pas à vous proposer pour en parler. Effectivement, en termes d'impact sur la réduction des déchets, c'est vraiment une solution qui a un impact fort. Après, c'est une complexité de mise en œuvre, etc. Donc, voilà, n'hésitez pas à partager votre expérience peut-être pour celles et ceux qui travaillent dans ce cadre-là, plus que s'il y en a qui se le sentent. Alors, il y a une personne qui souhaite exposer un retour d'expérience sur la tarification initiative, bah, n'hésitez pas à lever la main, mais Lorena, Mélanie, peut-être que vous avez un point là-dessus, ou est-ce qu'on passe à la question suivante? C'est comme ça. Ben, moi, j'ai deux cas de figure. Donc, le territoire où j'étais avant, où ça a été mis en place, où effectivement, argumentairement parlant, c'est beaucoup plus facile du coup d'inciter puisqu'il y a un impact, sur la facture des usagers, et le territoire où je suis actuellement, où il n'y a pas de volonté politique pour passer à la tarification incitative. Donc, ça fait une grosse différence en termes d'arguments, forcément. Euh, mais voilà, enfin, les élus ont leurs raisons pour lesquelles ils n'ont pas voulu y passer maintenant. Peut-être que ça viendra à l'avenir. Et du coup, chez nous, l'argument qu'on utilise, enfin, en tout cas, on passe plutôt par la corde sensible du site d'enfouissement, en fait, vu que localement, les gens sont attachés à leur territoire et que nous, on a un site d'enfouissement. Tarification ou pas, en fait, on a besoin d'économiser notre site d'enfouissement. Donc, de toute façon, on a un effort collectif à mener pour réduire la poubelle noire. Donc, en fait, voilà, dans tous les cas, porte-monnaie ou pas, il faut réduire les déchets. Merci. J'ai vu la main de Cécile se lever pendant quelques secondes. Alors, si Cécile, tu veux prendre la parole à ce sujet, n'hésite pas. Oui, Ouais, vas-y, je t'en prie. en fait, c'était juste pour dire que pour avoir eu le retour de plusieurs personnes, quand on parle de taxation spécifique sur le poids, ou enfin le poids, la levée, dès qu'on parle d'un impôt supplémentaire, alors qu'on vient de dire qu'il y a l'obligation de tri, ça fait peur aux gens et il y a une grosse. Et ça paraît injuste aussi de payer un impôt en plus, enfin quelque chose en plus. Donc il faut vraiment que ce soit accompagné en amont avec de la sensibilisation et de la communication au plus proche des habitants. Sinon, ça marche pas, quoi. Mais pourtant, c'est le meilleur levier qu'on a aujourd'hui pour inciter les gens à diminuer les poubelles, quoi. Ça serait peut-être le sujet d'un prochain webinaire. C'est intéressant, ça. Voilà. Je note pour la prochaine fois. Je vais prendre juste la question qui était dans le chat et après je donnerai la parole à Julien. Euh, la question qui était dans le chat était la question, y a-t-il un ratio entre le nombre d'habitants et le nombre de composteurs à mettre en place pour éviter d'avoir trop de compost ou éviter voilà, des désagréments du fait du surapport, j'ai envie de dire, dans les composteurs partagés. Alors là, bah, encore une fois, Manuel, Mélanie, Lorena, je vous laisse répondre qui le souhaite et après on prendra la question de Julien. Je suis pas sûre de comprendre si la question c'est est-ce qu'il y a un nombre de composteurs partagés qu'il faudrait par rapport au nombre d'habitants? Est-ce qu'on parle de compost produit? Ou est-ce que la crainte c'est qu'on produise trop de compost dans une commune et qu'on sache plus quoi faire qu'on n'ait plus d'exutoire? Je sais pas si la M'entendez? personne veut préciser sa question. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. D'abord, c'est toujours passionnant ces webinaires. Moi, j'apprends plein de trucs.
Donc, merci à vous toutes et tous. Juste une remarque, en fait, on a dans le village à peu près 500 foyers, c'est un village qui fait 1200 habitants. On a commencé par beaucoup pousser sur les individuels, donc on en a 120 qui sont installés, là où il y a évidemment il y a du jardin ou du verger. Euh, mais on est passé maintenant sur le collectif, donc avec deux composteurs collectifs, on va un peu encore augmenter, mais on commence à s'apercevoir qu'on crée une nouvelle filière qui est celle de qu'est-ce qu'on fait du compost. Les gens nous disent, mais c'est super, mais on commence à plus savoir à quoi en faire. Et c'est un endroit où, en fait, bon, au-delà de l'environnement difficile que connaissent les Pyrénées-Orientales, j'ai oublié de dire qu'on était en crise sécheresse, qu'on n'a pas grand-chose à faire pousser en définitive. Voilà, je me pose la question, est-ce qu'il y a à un moment donné un niveau d'équipement qu'il faut pas, au-delà duquel il ne faut pas aller parce que on ne saura plus quoi faire du compost produit. Merci à vous. Merci de cette précision. Ça a permis de mieux comprendre la question, effectivement. Et du coup, je laisse Lorena embrayer là-dessus, peut-être. Mhm. Oui, il y a deux questions. Il y a la quantité de compost produit et puis aussi du point de vue urbanisme aussi paysager, le nombre de sites installés. C'est sûr que c'est une question qui se pose. J'ai pas de chiffres à apporter, de ratio à donner. Enfin, il existe un calculateur, hein, je crois, je sais pas si Manuel pourra confirmer, un calculateur du nombre de sites qu'il faudrait installer selon le nombre d'habitants dans une commune. Euh, En termes de compost produit, nous, c'est pas vraiment c'est souvent une inquiétude qui est mise, qui ressort, mais en fait, on a tendance à dire que de toute façon, nos sols, il manque tellement de matière organique que peu importe qu'on fasse du jardin ou pas, on trouvera des endroits où épandre du compost mûr de qualité, que ce soit au pied de haies, d'arbres. Et donc, ce qu'il faut, mais c'est une vraie question à se poser, l'exutoire, quand on lance des sites, effectivement, qu'est-ce qu'on va faire derrière? Et je pense qu'il y a un facteur important, ce qui est de communiquer, de s'assurer qu'il y ait enfin de savoir les pratiques en fait de ceux qui sont jardiniers dans la commune, parce que parfois des jardiniers sont pas au courant qu'il existe, qu'on cherche, à écouler le compost, et il y a des personnes qui s'en rendent compte un peu par hasard et qui sont en train de préparer, des nouvelles parcelles de jardin et qui en fait, sont ravis de récupérer du compost. Donc communiquer dessus pour, leur mettre à dispo ce compost et faire le lien avec, les espaces verts de la commune aussi. Peut-être, à ce que ça puisse rentrer dans les usages, des agents, des espaces verts, qui réfléchissent eux aussi à comment s'approvisionner plus, en local avec le compost de la commune plutôt que d'aller acheter, peut-être des amendements organiques, par ailleurs qui se font livrer, sur palette, voilà. Enfin réfléchir à globalement comment est-ce qu'on peut, utiliser, ça dans la commune. Nous, on a des grandes communes où il y a des jardins familiaux et donc en fait, au pire, s'ils en ont pas besoin sur le moment, on vient, les apporter dans les jardins familiaux et c'est stocké, en tas, hein. Ça continue à maturer sur le sol. On peut le bâcher ou pas pour pas que ce soit lessivé par la pluie. Mais en fait, dans ces jardins, ils sont ravis de récupérer du compost, tout au long de l'année pour leurs pratiques. Merci de cette réponse complète, bien complète sur cette question, Lorena. Ça fait un petit moment que Julien attend, alors je vous en prie, allez-y, vous pouvez poser votre question. Bonjour tout le monde. Alors, c'était pas forcément une question, c'était plutôt un retour d'expérience où je suis en train, moi, à titre professionnel, de mettre en place du compostage communal, mais pas forcément sur un site. Et en fait, j'accompagne la commune dans la collecte de différents sites communaux. Il y a de l'école, crèches et centres de loisirs où il va y avoir une collecte des biodéchets sur plusieurs endroits. Et tout ça va aller sur un seul et même endroit au service technique où je suis en train d'organiser la construction d'un composteur communal. Donc voilà, il y a encore d'autres manières de faire du compostage communal que forcément multiplier les points. On peut aussi faire une collecte qui va être quand même relativement minime et tout centraliser sur un seul point également. Merci pour ce retour. Il nous reste quelques minutes encore avant de passer à la conclusion. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou à les poser dans le chat.
Il y a une question qui a été posée dans le chat sur que faire en cas d'impossibilité d'écouler ces biodéchets dans un système de valorisation et de les maintenir à la poubelle habituelle. Évidemment, ça n'entraîne pas de sanctions. C'est les mairies et les EPCI qui ont la charge de proposer des services de valorisation. Euh, ah oui, c'est vrai, Cécile avait posé une question dans le chat tout à l'heure. La question était, vous donnez des boisseaux, alors la question s'adresse à Lorena pour la commune de la Haute-Ariège, vous donnez des bioseaux et vous faites une formation après, ou est-ce que vous juste vous donnez des bioseaux dans le cadre où il y a une mairie qui a cité le fait que dans une mairie, dans une commune, il y a une mairie qui a mis en place un système de dons de bioseaux à l'arrivée des nouveaux habitants et nouvelles habitantes. Est-ce qu'il y a une mise en place de formation en parallèle de cette sensibilisation par le don de bioseaux? Dans la formation, est à destiner aux référents, aux personnes qui vont vraiment s'investir en tant que référents pour le suivi du site. Et ensuite, en général, il y a des courriers qui sont déposés dans les boîtes aux lettres avec les chartes au dos. Et il est dit aux personnes qui n'ont pas pu venir lors de... Il n'y a pas toujours des inaugurations. Parfois, il y a des inaugurations de sites de compostage. Ça dépend vraiment des fonctionnements dans les communes. Pour les personnes qui ratent ce rendez-vous-là, en tout cas, elles peuvent après coup aller chercher un bioseau à la mairie en signant une charte, puisqu'on a besoin de garder les contacts de toutes les personnes qui participent sur un site. Par contre, il n'y a pas de formation obligatoire pour tous les usagers. Non, la formation, c'est surtout pour les référents. Donc, ça s'applique qu'au compostage collectif. Oui, la proposition de distribuer des bioseaux, c'est que pour le collectif. Et sur les 2 territoires où je travaillais, les bioseaux sont donnés aussi lors de ventes de composteurs individuels aux particuliers qui achètent des composteurs. Et là, par contre, on est en train de développer beaucoup plus la formation. C'est exactement ce que disait Manuel, hein. On réalise qu'il y a une grande part d'amélioration à faire aussi pour toucher les publics d'usagers, les particuliers, qui, voilà, on se dit c'est facile de composter, tout le monde le comprend. Et en fait, il y a plein de gens qui sont en demande sur les pratiques de compostage. Donc, on va faire des formations délocalisées dans les communes, couplées à des ventes de composteurs individuels, pour faciliter en fait la vente, que ce soit au plus près des usagers et qu'ils aient directement une formation au moment de venir acheter le composteur. Ok, merci. Oui, merci de votre réponse. Suzanne a levé la main. Ensuite, on prendra les quelques questions qu'il y a dans le chat et on pourra encore là-dessus. Suzanne, c'est toi. Bonjour. Oui, nous on a fait. Alors quand on est acteur acteur, on va dire de la gestion de proximité des biodéchets, effectivement ambassadeur du RCCO. Et c'est vrai que ce qui est chouette dans la carte du RCCO, c'est que ça recense les acteurs locaux. Et en fait, on intervient des fois justement aux côtés de communes. Et c'est vrai que quand en interne, il n'y a pas forcément. Alors, Mélanie, c'est super. Du coup, tout ce qui est fait, c'est souvent, nous, on le montre souvent comme un exemple, parce qu'on voit que quand il y a vraiment une volonté au niveau de la mairie et les compétences en interne, c'est là que ça fonctionne le mieux. Et quand elles n'y sont pas encore, les compétences, il y a plein d'acteurs locaux aussi qui peuvent être sollicités pour accompagner, que ce soit sur des ateliers ou des animations, de la sensibilisation ou de l'aide. Et c'est vrai que c'est pour ça, c'est plutôt chouette le réseau Compost Citoyen parce que ça cartographie en fait les personnes qui sont en local aussi. Voilà. Bon, c'était juste par rapport à un petit témoignage. Et l'autre point, c'était que on parlait au début que les Comcom géraient et que les communes, en fait, je dirais pas subissent, mais la politique de la Comcom, c'est pas tout à fait subir, hein, mais ils doivent l'admettre. Mais dans les Comcom, quand même, ce sont des élus des mairies qui prennent les décisions. Donc c'est vrai que si ces élus sont sensibilisés, ben, les communautés de communes vont prendre des décisions qui peuvent aller dans le sens de la gestion des biodéchets. Donc il y a un peu de sensibilisation, c'est chouette de le faire là, au niveau des communes. Voilà, c'était un petit témoignage. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Mélanie, mais Je suis d'accord avec toi et c'est vrai que voilà, les collectivités,
c'est assez difficile déjà, voilà, d'être dans le même sens que les élus, ou alors il faut vraiment jouer le jeu, etc. Mais bon, quand on a une équipe sensible à la transition écologique, ben, oui, on avance, quoi. On avance et puis c'est là qu'on est soutenu. Ouais. Après, voilà, les décisions, c'est hyper long. Voilà, ça prend pas comme ça. C'est hyper long. Voilà, c'est une petite bataille, on va dire. Voilà, une petite bataille pour avoir une Et aide et un soutien. Voilà. tu Mais fais bon, quand aimer. on apporte des arguments et qu'on prouve C'est ça. ce qu'on fait, Mm. voilà. C'est ça aussi, hein. Ça a été peut-être un petit parcours de combattant, mais comme je crois en moi, oui. Et que tout est possible, c'est ça. C'est que tout est possible, on leur montre. Voilà. Et ben ouais, ils peuvent que marcher avec nous, quoi. Et c'est dans les utopies d'aujourd'hui que sont les solutions de demain, comme dirait Pierre Rabhi. Voilà, un petit clin d'œil. Merci. Je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup. On va prendre juste les deux dernières questions. Il y a une question sur l'usage fait du compost issu de la décomposition et de la maturation des déchets organiques animaux, poissons ou animaux terrestres. Est-ce que on a eu une utilisation particulière de ces composts ou est-ce que on fait des utilisations habituelles de ces composts? J'ai vu que Manuel avait répondu déjà. Ah non, Manuel n'a pas répondu à cette question. Manuel a répondu à beaucoup de questions dans le chat, mais pas celle-là. Alors, un usage particulier ou pas, selon vous, du compost issu de la maturation et de la décomposition euh, des matières organiques animales? Mais vous avez alors peut-être que Mélanie veut répondre. Oui, en fait, nous, ce qu'on dit, c'est que voilà, il y a un circulaire qui est passé pour ça. Donc, quand on sort l'humus d'un site et qu'on a mis du SP3, en fait, normalement, il faut normer le compost pour qu'il puisse sortir du site. Après, ça a un coût quand on fait ça par un laboratoire vétérinaire. Ça a un coût pour la collectivité. Donc, c'est pour ça que moi, je disais que j'instaure une économie circulaire. T'arrêtes d'être producteur d'humus sur place. Donc, il y a une règle pour ça, pour l'utilisation. Il faut juste normer le compost. Après, en soi, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Non, mais après, c'est vrai que moi, ça m'arrive de le faire chez moi. Voilà, je mets tout et je le fais dans mon jardin ou je le passe à un voisin. Bon, c'est faisable, quoi. Mais pour la collectivité qui est responsable de son territoire, voilà. Il y a une circulaire, il y a des règles et c'est ça qu'il faut respecter. Après, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Non, mais si c'est clair. Merci beaucoup. Lorena, si tu veux, Lorena, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Ouais, je dirais que il y a un cadre réglementaire qui est l'arrêté du 9 avril 2008, je crois, qui encadre la gestion de proximité. Donc, quand on a un site de compostage, je ne sais pas si c'est dans ce cas-là, mais les SPAN C3 sont, donc les sous-produits animaux de catégorie 3, on a le droit de les composter et on a le droit, du coup, d'utiliser le compost mûr derrière. Dans certaines règles, effectivement, mais c'est assez vague quand même, hein. Les règles, je crois que c'est à l'échelle du canton. Je ne sais pas si vous utilisez beaucoup l'échelle du canton dans votre quotidien. Donc, c'est-à-dire jusqu'à nous, on entend que on peut du coup l'utiliser au niveau des services des espaces verts, puisque c'est dans l'échelle du canton. Et voilà, enfin, il y a quelques petites règles, ça reste assez flou, mais que ce soit un compost, ce qu'il faut se dire, c'est que un compost fait que d'épluchures de légumes ou un compost où on y ajoute des restes carnés ou autres, c'est la même réglementation. C'est le cadre réglementaire de la gestion de proximité. Bah oui, merci pour ce complément intéressant. Alors, il y a une question qui a été posée sur la collecte, mais qu'on ne traitera pas parce que nous, c'est pas forcément le sujet, encore une fois, puisque au RCCO, on défend la gestion de proximité, donc sans collecte, mais effectivement, il y a des acteurs qui ont été mentionnés en réponse et des actrices qui peuvent vous apporter des réponses sur quelle collecte, quelle fréquence, comment s'y prendre. Au mieux, de toute façon, on n'aurait pas les très bonnes réponses. Peut-être c'est ces acteurs, ces actrices-là qui peuvent vous répondre au mieux. Par contre, on a une dernière question. Quel enjeu autour des gros producteurs de biodéchets, donc les producteurs professionnels, que ce soit les restaurants, les épiceries, ce genre de choses. Est-ce que ça revient à la mairie de proposer des solutions de valorisation à la source ou à l'EPCI?
Et si oui, comment s'y prendre, en sachant qu'il vous reste 2 minutes pour répondre à cette question. C'est une grosse question, mais qui est une question intéressante, hein, qui aussi fait l'objet d'une réflexion que vous pouvez retrouver notamment dans les fiches et les documents qui sont sur le site du réseau Compost Citoyen Occitanie. Et ensuite, je laisse répondre qui veut sur la production en grosse quantité de déchets organiques. Je peux tenter une réponse pour les professionnels. Alors, je pense que ça va dépendre de l'étendue des compétences de la collectivité de l'EPCI qui a en charge la collecte et le traitement des déchets. Il y a une notion d'usager, de particulier, et il y a une notion d'assimilé, qui sont des restaurateurs qui produisent tellement peu qu'on les assimile. Donc, en fait, on s'occupe quand même de la collecte et du traitement de leurs déchets. Mais les gros producteurs, enfin, selon les collectivités, elles peuvent choisir, puisque c'est un service public, de s'adresser uniquement aux usagers assimilés et non pas aux professionnels. Donc, elles ont normalement pas l'obligation de devoir proposer une solution de collecte ou de la mise à dispo de composteurs. Ou voilà, c'est vraiment libre à chaque collectivité, à la volonté politique. Certains vont vouloir proposer une offre de service à ces acteurs-là, des producteurs non ménagers, et d'autres non. On remarquera qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent sur l'interprétation des normes. Je rappelle, à toute fin utile, que le réseau Compost Citoyen Occitanie propose à ses membres du conseil juridique via des partenaires experts du sujet et des fiches réglementaires qui permettent aussi d'avoir une vision un peu plus claire parfois des différentes interprétations possibles des différentes réglementations qui sortent et qui sont mises à jour récemment. Donc, on clôture cette partie questions. Merci beaucoup pour vos interventions qui étaient toutes très intéressantes. On va juste terminer. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez dès à présent répondre à notre petite enquête de satisfaction. Alors, c'est un formulaire assez court, hein, qui prend quelques minutes à faire. Vous pouvez le faire en scannant le QR code ou alors vous pourrez le faire en utilisant le lien qui vous sera envoyé d'ici quelques jours pour indiquer votre satisfaction. C'est important pour nous. Ça nous permet de nous améliorer d'une fois sur l'autre. Ça nous permet de comprendre ce qui vous plaît le plus et ce qu'il faut vraiment améliorer. Donc, n'hésitez pas à le scanner dès maintenant. Je vous laisse encore afficher quelques instants avant de passer à la dernière information. La dernière information, c'est l'agenda du RCCO qui arrive juste ici. Dans les prochains jours, il y a des webinaires qui arrivent, qui sont le webinaire la démarche de mesurer sa démarche de PGForce, qui est organisé par le réseau Compost Citoyen Grand Est. 2 jours plus tard, vous aurez la possibilité d'assister au webinaire Animer un réseau de référents de sites, qui peut être très intéressant aussi pour les communes et qui est animé par le réseau Compost Citoyen Île-de-France et le réseau Compost Citoyen Nouvelle-Aquitaine. Dernière chose à noter, le 15 février également, la première journée des assises du RCCO à Narbonne. Les assises du RCCO, qu'est-ce que c'est? C'est 2 journées, une à Narbonne en février et une à Toulouse en mars, qui sont dédiées à la réflexion autour des actions du réseau Compost Citoyen afin d'établir son plan d'action pour les 3 prochaines années. Je vous rappelle que le RCCO est sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, sur Facebook, que le webinaire sera disponible en replay sur la chaîne YouTube. Si vous nous regardez en replay sur la chaîne YouTube, je vous indique que le formulaire est toujours disponible. Le formulaire de satisfaction est toujours disponible et il a des options spéciales pour les personnes qui ont regardé depuis YouTube. Donc, n'hésitez pas à le remplir aussi. C'est intéressant d'avoir vos retours. Et on va donc se dire au revoir sur cette dernière image. Merci beaucoup de votre participation. Merci Manuel, merci Lorena, merci Mélanie. Merci à vous d'avoir suivi, que vous ayez suivi en direct ou en ligne sur YouTube. On vous dit à bientôt. Je vais couper l'enregistrement et maintenant, je vous propose de vous dire au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci.